L'apparence extérieure d'une voiture n'est pas toujours un indicateur fiable de son état, et cela devient encore plus clair avec la voiture que nous allons voir dans cette vidéo, une Dodge Viper SRT 110 modèle 2004. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne. Allons-y avec ce bolide américain comme d'habitude. Et comme pour la première génération de ce monstre, il est équipé d'un moteur V10, offrant un son envoûtant et des performances vraiment impressionnantes. On parle donc de 500 chevaux et de 712 Nm de couple, le tout provenant de son énorme moteur V10 de 8000 cm3 à aspiration naturelle bien sûr. Cette vidéo sera probablement courte et vous comprendrez pourquoi à la fin. L'histoire commence lors d'une vente aux enchères où cette voiture est mise en vente. Malgré son apparence extérieure presque parfaite, la voiture présente un gros problème. En réalité, cette version n'a parcouru que 9000 miles, mais elle a été gravement endommagée par l'eau. Le youtubeur qui envisage d'acheter cette voiture comprendra immédiatement l'ampleur du problème lorsqu'il verra le mot « water » ou « flood ». La voiture avait été submergée, et le degré d'inondation varie selon le véhicule et le niveau atteint par l'eau, c'est donc un risque très important pour ces voitures. Malgré tout, il a réussi à acquérir cette version lors de l'enchère et l'a transportée sur une remorque, probablement en utilisant un chariot élévateur car elle ne fonctionnait pas. Pour évaluer le niveau de l'eau, il commence par examiner au-dessus de la roue avant. L'endroit semble propre. Ensuite, au point de contrôle, il remarque du sable de mer et comprend que la voiture était probablement garée sur la plage lors de l'enchère. Mais ce n'est pas une preuve que l'eau n'a pas atteint l'avant. Il ouvre la porte passager et remarque un peu de sable dans le cadre. Il continue et examine le coffre, mais la situation n'est pas encore claire. En essayant d'accéder à la batterie, située dans le coffre, il découvre beaucoup de sable et une odeur prononcée d'eau de mer à l'intérieur de la voiture. Dans les portes, on peut voir des dépôts de sel sur les haut-parleurs. En inspectant les autres parties, certaines présentent des traces d'eau et de sable, tandis que d'autres semblent intactes. Il ouvre l'allume-cigare, qui est complètement rouillé à l'intérieur, pour vérifier quelles parties fonctionnent encore malgré les dégâts. Il met le contact, et les compteurs s'allument tandis que les alarmes retentissent dans l'habitacle. Dans le cas de cette voiture, il est évidemment impossible de démarrer le moteur de quelque manière que ce soit, car de nombreuses pièces contiennent encore de l'eau, et les pertes seraient énormes si on essayait. Il sort de l'habitacle et ouvre le capot. Dès qu'il l'ouvre, du sable tombe du capot ainsi que sur le moteur et dans toutes les parties autour, littéralement partout. Il retire la jauge d'huile pour vérifier son état, mais cela ne le rassure pas. Ensuite, il ouvre le bouchon de remplissage d'huile et constate également des traces d'eau à l'intérieur du moteur. Le bouchon lui-même est recouvert d'une étrange couche de poussière autour des bougies avec beaucoup de sable. La voiture est sur la remorque, il descend en dessous avec un cric pour la soulever. Ensuite, il commence à dévisser le bouchon de vidange d'huile du moteur. Dès qu'il enlève la vis ou le bouchon, ce qui sort du moteur n'est pas de l'huile, ce qui le choque, c'est de l'eau. Après un certain temps, l'huile commence à s'écouler du moteur car elle flottait au-dessus de l'eau, à l'intérieur du bloc moteur. Il est donc impossible de démarrer la voiture, même après avoir vidé tous les fluides. Le moteur devra être entièrement démonté pour être inspecté. Il examine ensuite le dessous de la voiture pour identifier d'autres problèmes et constate que la jante avant gauche a subi un choc important. Il revient sous le capot et souffle de l'air pour enlever la poussière autour des bougies afin qu'aucune saleté ne pénètre à l'intérieur. Il retire la première bougie et voit clairement des traces d'eau. Il inspecte ensuite les autres emplacements des bougies et constate que de l'eau s'y est ensuitrée. Après avoir retiré toutes les bougies, il tente d'extraire l'eau des cylindres à l'aide d'air comprimé, ce qui est encore une première étape. Puis il utilise une caméra spécialisée qu'il insère dans les cylindres pour vérifier l'état intérieur. La situation est loin d'être bonne. Il y a de la rouille et de l'eau dans tous les cylindres. Un spectacle qui montre clairement que l'état de la voiture est très compromis. Pour nettoyer complètement le moteur, il a décidé d'utiliser du diesel qu'il considérait comme la meilleure option dans cette situation. Il a rempli tous les cylindres de diesel jusqu'au maximum et les a laissés pendant 4 ou 5 jours. Après cette période, il est revenu et a utilisé une pompe pour extraire tout le diesel. Une fois terminé, on pouvait déjà constater un résultat. Les dépôts de rouille se trouvaient au fond du diesel qui avait été extrait. Il a ensuite utilisé la caméra une nouvelle fois pour vérifier l'état à l'intérieur, mais le résultat n'était toujours pas idéal. Il restait encore de la rouille, et le diesel n'avait pas tout nettoyé complètement.
Il a donc décidé d'essayer plusieurs produits différents pour voir leur efficacité. Pour le premier cylindre, il a utilisé un produit inattendu, le cola, probablement pour plaisanter, car il ne s'attendait à aucun effet particulier. Il voulait juste tester son impact potentiel. Pour le deuxième cylindre, il a utilisé un produit chimique spécialement conçu pour éliminer la rouille du métal. Pour le troisième cylindre, il a utilisé du WD-40, pensant que cela pourrait aider à résoudre le problème. Pour le quatrième cylindre, il a appliqué un nettoyant pour injecteur, spécialement conçu pour enlever les dépôts de carbone. Pour le cinquième cylindre, il a aussi utilisé un nettoyant pour injecteur, mais cette fois-ci un produit plus puissant et plus cher que celui utilisé sur le cylindre précédent. Pour le sixième cylindre, il a décidé d'utiliser de l'huile de boîte automatique, ATF, Automatic Transmission Fluid, et a rempli entièrement le cylindre avec ce liquide. Pour les cylindres restants, il a choisi simplement de les vaporiser avec du WD-40, car c'était la méthode la plus simple pour tester les résultats. Après tout cela, et après avoir laissé agir les produits pendant 16 heures, soit une demi-journée, le cola n'avait pas eu d'effet notable. Le produit chimique utilisé dans le deuxième cylindre avait donné de bons résultats, même s'il restait encore des traces de rouille, mais la différence avec le premier cylindre était perceptible. En revanche, dans le troisième cylindre, traité avec le WD-40, il n'y avait presque aucun résultat. Quant au quatrième et cinquième cylindres, ceux traités avec les nettoyants pour injecteurs, la situation était normale, mais les résultats n'étaient pas rassurants du tout. Pour le sixième cylindre, celui où il avait essayé l'huile de boîte de vitesse, il faut noter que les cylindres situés derrière n'avaient pas autant d'eau que la partie avant. Après avoir vidé tous les cylindres, il s'est occupé du réservoir de carburant. Même si celui-ci était placé un peu haut et que l'eau n'avait presque pas pu y pénétrer, il voulait s'assurer que tout était en parfait état. Il a donc complètement vidé le réservoir à l'aide d'une pompe spécialisée. Ensuite, il est descendu sous la voiture, a ouvert le bouchon ou l'écrou de vidange d'huile et a vidé tout ce qui se trouvait dans le moteur provenant des cylindres. Il a ensuite démonté le filtre à huile, qui contenait évidemment de l'huile mais aucune trace d'eau. Il a inséré la caméra dans l'orifice de vidange pour vérifier l'état du carter moteur et le résultat initial était bon. Aucune rouille ni problème visible dans cette partie du moteur. Il est ensuite parti acheter un nouveau filtre à huile et quelques autres pièces pour pouvoir tester le moteur après nettoyage. L'étape suivante consistait à démonter le collecteur d'admission pour accéder aux parties situées sous le moteur et les nettoyer. Dès qu'il a retiré le collecteur, il a trouvé une quantité importante d'eau en dessous. Il a tenté de l'extraire avec une pompe manuelle, puis a nettoyé toutes les ouvertures avec du WD-40 de manière préliminaire. Ensuite, il a examiné le couvre-culbuteur. Sous celui-ci, il y avait beaucoup de poussière et d'eau partout, mais aucune rouille, ce qui était un bon signe pour lui. Enfin, dans la zone des courroies, la situation n'était pas idéale. La plupart des poulies étaient recouvertes de rouille et de poussière, ce qui les rendait rugueuses et elles ne tournaient pas librement. Le bruit produit lors de leur rotation le confirmait clairement. Il était donc évident qu'il devrait démonter toutes les courroies pour pouvoir évaluer correctement l'état et décider de la marche à suivre. Après avoir démonté toutes les courroies, il a décidé de mettre un peu d'huile, celle qu'il utilisait pour les cylindres provenant de l'huile de boîte de vitesse, afin de faciliter l'étape suivante. Il a ensuite installé une clé dynamométrique sur l'écrou de la poulie du vilebrequin et l'a fait tourner pour que les pistons à l'intérieur des cylindres bougent, aidant ainsi à desserrer la rouille ou tout autre problème dans cette zone. L'huile présente dans les cylindres devait également faciliter cette opération. Il a utilisé la clé dynamométrique et tout s'est déroulé assez facilement, ce qui était positif. Aucune pièce rouillée n'a été endommagée et il y avait une forte chance que le moteur puisse réellement fonctionner. Cette étape lui a pris environ une demi-heure pour rendre le mouvement du moteur plus fluide et libérer la rouille des pièces internes. Ensuite, il a démonté le boîtier à fusibles qui était rempli de poussière et a retiré tous les fusibles pour pouvoir les nettoyer et les inspecter soigneusement avant de les réinstaller. L'étape suivante consistait à remplacer toutes les bougies et les fils de bougies, car après toute cette eau, ceux-ci ne pouvaient pas être fiables et risquaient de provoquer des problèmes au démarrage. Il a donc acheté des neufs et les a installés. Il a ensuite nettoyé soigneusement le collecteur d'admission et l'a séché pour enlever toute trace d'eau, puis a tout remis en place. Cependant, il a déconnecté le relais de la pompe à carburant et le fusible des bougies, car il voulait essayer de faire tourner le moteur sans démarrage complet pour tester le mouvement. Il est ensuite entré dans l'habitacle et a démonté certaines parties du tableau de bord pour vérifier tous les fusibles
et s'assurer qu'aucune pièce rouillée ou endommagée ne causerait de problème au démarrage. Jusqu'ici, tout allait bien. Puis est arrivé le moment tant attendu, le premier essai de démarrage. Il a appuyé sur le bouton « Start », mais rien ne s'est produit. Le démarreur semblait muet comme s'il ne recevait pas de courant. Alors, il a commencé à réfléchir rapidement pour identifier le problème. Il a démonté l'ordinateur de bord, ECU, mais en l'examinant, il semblait bien isolé et fonctionnel. Aucun problème ne venait de là. Mais tous les soupçons venaient essentiellement du système électrique de la voiture, car mécaniquement, le moteur aurait dû pouvoir tourner dans cette configuration grâce au premier mouvement du démarreur ou du moteur de démarrage. Il a donc descendu la voiture de la remorque et l'a amenée dans l'atelier à l'aide d'un petit tracteur. La première chose qu'il a faite a été de démonter le démarreur du moteur, de connecter les câbles d'alimentation et d'essayer de le faire fonctionner. Au début, le pignon ne tournait pas correctement. Il bougeait sur place mais ne s'engageait pas. Après plusieurs tentatives, le pignon a finalement commencé à tourner correctement. Il est évident qu'il y avait beaucoup de poussière et de résidus qui se sont détachés dès le premier démarrage. Cependant, il a décidé d'en acheter un neuf, car l'état de l'ancien n'était certainement pas optimal après tout ce qui s'était passé. Une fois le nouveau démarreur installé, il a essayé de démarrer le moteur, mais la voiture n'a toujours pas réagi et le témoin check engine restait allumé sur le tableau de bord. Il a donc connecté un appareil de diagnostic sur la prise OBD pour lire les codes d'erreur. Mais rien n'a pu être détecté. L'appareil indiquait que la voiture n'était pas connectée à l'ECU, ce qui signifiait qu'il y avait un problème de communication entre l'ordinateur et la prise de diagnostic. Pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème au niveau de l'ECU lui-même, ils ont décidé de le démonter et de l'inspecter visuellement. Une fois retiré, aucune trace d'eau n'était visible à l'intérieur. Les problèmes électriques de ce type sont très complexes. C'est pourquoi il a consulté un ami qui avait déjà travaillé sur ce modèle spécifique. Son ami lui a expliqué que la communication avec l'ECU de la Viper passe d'abord par les différents contrôleurs. La version qu'il avait comportait 3 contrôleurs. Le premier était lié au frein ABS, le deuxième appelé Body Control Module, qui gère de nombreuses fonctions de la voiture comme l'éclairage, le démarrage sans clé et la distribution de l'électricité aux options. Le troisième contrôleur était dédié au tableau de bord et au compteur. Il a donc commencé à travailler sur ces contrôleurs et a pu y accéder. Le BCM ou Body Control Module était couvert de beaucoup de poussière. À ce moment-là, il a décidé de démonter les contrôleurs et de les envoyer pour inspection. Mais cette opération allait prendre environ 1 semaine pour déterminer exactement leur état. Pendant que ces pièces étaient en cours de vérification, il a cherché sur le marché d'occasion d'autres pièces dont il pourrait avoir besoin. Il a effectivement trouvé quelqu'un qui vendait une Viper en pièces détachées et a décidé de le contacter pour tester son ECU afin de voir si l'appareil de diagnostic pouvait lire le nouvel ECU. Une fois les pièces inspectées et revenues, il les a remontées et a essayé de démarrer la voiture, mais rien ne s'est produit. À ce moment-là, ils ont dû accepter une réalité, cette voiture ne démarrerait pas. Avant de décider de mettre fin au projet, ils ont tenté une dernière chose, retirer le système de démarrage sans clé, Keyless Entry, qui pouvait potentiellement poser problème. Ils ont testé le moteur sans ce système, mais le résultat était identique. À ce moment-là, ils ont pris la décision de conclure que ce projet devait s'arrêter là, car il impliquait un investissement trop important en temps, en effort et en argent. Pour répondre à ta question technique, la cause de l'échec pouvait venir de plusieurs facteurs cumulés, principalement liés à l'eau qui a endommagé à la fois le moteur et le système électrique. Même si certaines étapes pouvaient être réalisées plus rapidement, par exemple en testant le CU d'une autre Viper dès le départ ou en utilisant des pièces de remplacement plus rapidement, le coût et la complexité du projet rendaient difficile une réparation efficace dans des délais raisonnables. En résumé, ce projet montre bien que, pour une voiture gravement inondée, comme cette Viper, les coûts et le travail nécessaires pour une remise en état complète peuvent dépasser la valeur et la faisabilité, même pour des passionnés. Et voilà, si tu es arrivé jusqu'ici, merci d'avoir suivi. Même si cette vidéo était rapide et légère, c'était l'occasion de découvrir ensemble une magnifique Dodge Viper. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne.